Bonjour, je suis Régis Cohen, je suis nutritionniste à l'hôpital de La Fontaine et suite à la crise sanitaire qu'il y a eu ces derniers mois, nous avons créé un programme vidéo pour vous permettre d'avoir les informations nécessaires pour la chirurgie de l'obésité. Cette activité a été lancée il y a presque 20 ans dans notre hôpital et nous avons une certaine expérience. Vous verrez successivement ma présentation qui a surtout pour but de vous expliquer brièvement en quoi consiste la chirurgie et quelles sont les conditions d'accès. Puis vous aurez une vidéo sur les techniques chirurgicales qui sera présentée par une collègue chirurgienne. Et enfin, les conseils diététiques et vous verrez que votre alimentation changera beaucoup. Habituellement, cette réunion est suivie d'une rencontre avec vous en présentiel pour vous expliquer quelle est la décision et quelles sont les différentes formalités et examens à réaliser avant de faire la chirurgie de l'obésité. Je vous remercie, j'espère que ce programme vous plaira et n'hésitez pas à nous recontacter par mail ou par les réseaux sociaux. À bientôt. Voilà à quoi ressemble notre réunion quand on est en présentiel. D'abord, il y a une présentation qui est faite par moi pour vous expliquer quelles sont les conditions d'accès à la chirurgie, puis la chirurgienne vous explique les techniques chirurgicales et la diététicienne. Ensuite, vous allez faire des formalités administratives qui ne peuvent pas avoir lieu très tôt le matin et à partir de 11 h, on commence à vous recevoir individuellement, après qu'on l'en ait vu ensemble, c'est-à-dire la psychologue, la diététicienne, le chirurgien et moi en tant que nutritionniste, chaque dossier pour voir quelles décisions, quels conseils on doit vous donner avant d'envisager la chirurgie de l'obésité. Le problème le plus important qui reste pour cette chirurgie, c'est le suivi diététique qui doit avoir été fait avant la chirurgie pendant 6 mois. Donc on organise en ville ou par des ateliers cette formation. Vous avez aussi des entretiens avec la diététicienne. Quand tout est fini, à ce moment-là, on vous propose un rendez-vous avec le chirurgien dans les 15 jours pour une intervention dans le mois qui suit. S'il y a des contre-indications à la chirurgie parce que vous ne remplissez pas les critères habituels de la chirurgie de l'obésité, à ce moment-là, on vous propose un autre suivi, soit purement diététique, soit en cas de poids insuffisant, on peut vous diriger pour la pose d'un ballon intragastrique. Notre but est de vous aider et de vous préparer à cette chirurgie afin qu'elle ait tout le succès nécessaire et réponde à vos besoins. Je commence toujours cette présentation par cette diapositive qui peut vous paraître étrange, pour rappeler que la chirurgie de l'obésité n'est pas une chirurgie esthétique, c'est une chirurgie qui a pour but d'améliorer votre état de santé. En France, presque 500 000 Français, et surtout des Françaises, ont été opérés de chirurgie de l'obésité. Et ça, c'est grâce à notre système de soins qui est très solidaire. Chaque intervention chirurgicale coûte à la société, c'est-à-dire à nous tous, entre 15 000 et 20 000 euros. Donc la sécurité sociale a décidé, et on est tout à fait d'accord avec cette pratique, de la réserver aux patients qui en ont le plus besoin et pour lesquels la chirurgie de l'obésité va améliorer un bien-être, une diminution des maladies associées ou allonger leur survie. Sur la photo d'en haut à droite, vous voyez de la publicité pour de la lingerie féminine où sont représentées de jolies femmes qui représentent l'idéal féminin et qui font en général les couvertures des revues. Plus bas, quand Dove a vu cette publicité qui était faite pour de la lingerie féminine, ils ont fait une contre-publicité s'appelant « Campagne pour la vraie beauté ». Et vous voyez que les femmes qui sont en dessous sont tout aussi jolies, mais un petit peu plus enrobées. Eh bien, si on regarde ces deux populations, eh bien, on sait que les femmes qui sont en dessous ont et auront un meilleur état de santé que celles qui sont au-dessus. Vous savez que pour être mannequin, vous êtes obligé de vomir, de ne pas manger pendant plusieurs jours ou de manger des mouchoirs. Donc, cette chirurgie est là pour améliorer votre état de santé. Nous allons voir au cours de cette présentation différents points, les complications de l'obésité, l'origine, et je vous expliquerai que c'est surtout génétique, les moyens de perdre du poids, pourquoi la chirurgie est nécessaire et quelles sont les conditions d'accès à ce traitement.
Il faut rappeler que la sécurité sociale demande à avoir le dossier avant d'envisager la chirurgie et que nous avons régulièrement des contrôles pour voir si on a bien répondu à ce qu'il faut faire en matière de chirurgie de l'obésité. Commençons par les complications. Sur cette figure, vous voyez que plus on est gros, et ici est représenté l'IMC, qui va jusqu'à 40, plus on a des risques de décès. Quand on a un IMC entre 20 et 25, qui est considéré comme normal, le risque de décès est égal à 100%, à 1. Quand on a des IMC supérieurs à 40, et ça représente une bonne partie de la population qui est candidate à la chirurgie de l'obésité, on voit que le risque de décès est 3 fois supérieur. On décède plus de cancer, on décède plus de maladies cardiovasculaires. Ces études ont été menées au siècle dernier par les compagnies d'assurance vie. Quand vous mettez votre poids sur un contrat d'assurance vie ou d'un emprunt à la banque, ils connaissent ces courbes et en général, soit ils augmentent votre prime, soit ils refusent de vous assurer. Mais le problème de l'obésité et de ses complications, c'est qu'elle touche de nombreux organes et qu'elle rend un petit peu la vie difficile des patients, mais aussi des médecins qui ont à les prendre en charge. On va voir successivement toutes les complications et on va commencer par les complications pulmonaires. Le fait d'être gros entraîne un syndrome d'apnée du sommeil. Le syndrome d'apnée du sommeil consiste à oublier de respirer quelques secondes, plusieurs fois par nuit ou par heure, et cela donne un sommeil de mauvaise qualité avec de la fatigue le matin. Ça augmente l'hypertension, ça augmente les problèmes cardiaques, ça augmente enfin les risques de dépression. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que vous n'oubliez pas de respirer après la chirurgie de l'obésité. Parce qu'à ce moment-là, on va vous endormir. Et si on voit que vous faites des pauses respiratoires de manière répétée après la chirurgie, eh bien vous aurez malheureusement droit à un séjour en réanimation. Donc c'est pour cette raison que le syndrome d'apnée du sommeil est recherché systématiquement avant la prise en charge en chirurgie d'obésité. Et si c'est nécessaire, il faut vous appareiller 6 semaines avant l'intervention. Et en général, après quelques mois et quelques dizaines de kilos en moins, ce syndrome disparaît naturellement. Deuxième complication, c'est la stéatose hépatique ou le foie gras. Quand vous avez du gras qui se dépose dans le foie, eh bien, ça conduit à de nombreuses complications. Ça augmente le risque de faire des phlébites, des embolies pulmonaires, ça augmente le risque de faire du diabète, d'avoir du cholestérol, et ça peut conduire dans un certain nombre de cas vers la cirrhose, même sans avoir bu une seule goutte d'alcool. Donc c'est un facteur de gravité supplémentaire de l'obésité qui est pris en compte pour envisager cette chirurgie. Les problèmes de vésicule biliaire. C'est une petite poche qui se situe sous le foie et qui peut contenir des cailloux. Ces cailloux, quand ils sont douloureux, c'est-à-dire quand vous avez mal sous les côtes à droite, eh bien on vous opérera avant la chirurgie. Si vous n'avez pas mal, même si vous avez des cailloux, eh bien vous gardez vos cailloux et on ne pratiquera l'intervention que si vous êtes gêné. Beaucoup plus important sont les anomalies gynécologiques. Le fait d'être gros entraîne un mauvais fonctionnement des ovaires, rendant les règles plus espacées, mais aussi rendant des difficultés à avoir des enfants, et nous avons régulièrement des femmes qui viennent pour stérilité, mais aussi entraîne la fabrication d'hormones masculines, ce qui explique que certaines femmes ont des poils au menton ou sur les seins liés à ce mauvais fonctionnement d'ovaires. Ce qui est très important à retenir, c'est que du fait que vous avez une infertilité ou des difficultés à avoir des enfants, il ne faudra pas avoir de grossesse dans l'année qui suit la chirurgie de l'obésité, car c'est à ce moment-là que vous allez perdre le plus de poids et que votre enfant risque d'être moins bien nourri, avoir des manques de certaines vitamines et surtout avoir des malformations. On a eu par le passé quelques femmes qui ont perdu leurs enfants, c'est un moindre mal, mais on a eu aussi des femmes qui ont eu des enfants qui sont nés avec la colonne vertébrale ouverte et qui auront à les pousser dans des chaises roulantes toute leur vie. Donc on veut le meilleur pour vous et il est très important d'avoir une contraception efficace dans l'année qui suit la chirurgie. Contraception efficace veut dire non pas la pilule, soit un stérilet, soit la pose d'un implant. Autre complication, ce sont les complications articulaires. L'articulation qui souffre le plus de la chirurgie de l'obésité, ce sont les genoux. Et à chaque fois qu'on a 5 kg de plus, c'est comme si on avait 25 kg de plus sur ses genoux. Si vous avez mal au dos, vous pouvez avoir encore plus mal après la chirurgie de l'obésité, car
le dos peut souffrir du fait de la diminution de la masse musculaire qui maintient la colonne vertébrale droite. Ces douleurs peuvent arriver chez des gens qui n'ont pas mal au dos et ce ne sont pas des indications à la chirurgie puisque ça peut être aggravé de manière transitoire la plupart du temps. La peau. La peau des jambes peut souffrir d'ulcération, de rougeur. Les articulations peuvent avoir de la goutte, c'est-à-dire des douleurs très intenses qui empêchent de marcher et qui sont situées au niveau du gros orteil. Beaucoup plus préoccupants sont les phlébites. Les phlébites touchent les jambes et c'est la formation de petits caillots dans les veines des jambes qui peuvent remonter aux poumons et donner des embolies pulmonaires qui peuvent vous tuer. Heureusement, après la chirurgie de l'obésité, vous aurez le droit pendant 3 semaines environ à des piqûres d'anticoagulants à faire dans votre ventre tous les jours pour éviter cette complication. Et jusqu'à présent, nous n'avons eu aucun patient qui a fait d'embolie pulmonaire après l'intervention. Les cancers sont plus fréquents et il y a 14 cancers qui sont plus fréquents quand on est gros. Notamment le cancer du sein qui touche habituellement une femme sur 8 et qui touche les femmes obèses de manière plus importante, mais aussi tous les cancers digestifs. La pancréatite peut atteindre les gens qui ont de l'obésité. C'est un organe qui est profond dans le ventre et qui peut entraîner des brûlures internes qui peut conduire aussi en réanimation ou à une chirurgie. Les maladies cardiaques sont plus fréquentes parce que les gens qui sont obèses ont plus souvent du diabète, du cholestérol et de l'hypertension. La cataracte, c'est-à-dire un voile blanc qui se forme devant les yeux, peut gêner la vision. Il y a plus d'attaques cérébrales. Il y a plus d'hypertension intracrânienne, c'est-à-dire des maux de tête qui gênent les patients qui sont atteints d'obésité. Et certains neurologues nous adressent des patients qui ont mal à la tête et qui sont soulagés après la perte de poids. Vous voyez donc sur cette diapositive que la liste est longue, mais il manque encore 2 choses très très importantes chez les patients qui sont atteints d'obésité. Ce sont les complications psychologiques, 3 fois plus de dépression et d'anxiété, mais aussi les complications sociales, puisque quand on est obèse, s'il y a une mince et une personne obèse qui se présente pour un emploi, vous imaginerez bien que c'est la personne mince qui va être prise. De même, pour se marier, c'est plus simple d'être dans les canons de la beauté telle qu'elle est représentée dans les magazines que d'être obèse. Alors, quelle est la situation en France? Une étude de 2016 a montré qu'un Français sur 2 avait un poids normal et qu'un Français sur 2 était en surpoids ou en obésité extrême. Pour l'obésité extrême, on estime que 1,2% de la population a une obésité extrême et qu'une personne sur 6 a une obésité simple. Cette obésité n'est pas répartie sur le territoire de manière identique. On sait que dans le nord et dans l'est de la France, il y a plus d'obèses, mais aussi dans le 93, et c'est lié à la précarité. Contrairement à ce que l'on pense, en France, quand on est précaire, ça ne veut pas dire être pauvre, et vous avez eu des exemples récents de personnes riches qui ont vite dégringolé socialement, se sont retrouvées en prison ou sans emploi. Eh bien, quand on est stressé, on a appris depuis très petit, et vous l'avez appris à vos enfants, que s'ils pleurent, vous leur donnez à manger. Eh bien, on a souvent tendance à compenser par l'alimentation, et ça explique que l'obésité est plus fréquente chez les gens précaires. Alors maintenant, nous allons passer à un autre chapitre, c'est de savoir d'où vient l'obésité. Sur cette diapositive sont représentés 2 messieurs, un avec des lunettes et un avec une barbe. Et vous voyez que celui qui a des lunettes semble plus gros, mais comme il est plus grand, il a finalement le même indice de masse corporelle que celui qui a la barbe. Quand on analyse l'intérieur du corps, eh bien on s'aperçoit que celui qui a les lunettes a 2 fois moins de graisse que celui qui a la barbe, contrairement à ce que l'apparence laisse penser. Eh bien cela est déterminé génétiquement, c'est-à-dire de manière héréditaire. Avec l'équipe du professeur Kathleen, on a opéré jusqu'à 5 personnes de la même famille, les enfants, les parents, et vous avez qu'à regarder dans votre famille et vous verrez qu'il y a d'autres cas d'obésité. On sait que 70% de l'explication de l'obésité, c'est la génétique. Alors comment on explique que l'obésité a eu un tel développement dans nos pays? Eh bien, c'est expliqué par l'histoire humaine, puisque vous savez qu'il y a quelques millions d'années, on était tous noirs et on est né en Afrique du Sud. Eh bien, à ce moment-là,
Pour manger, eh bien, on n'avait pas les possibilités qu'on a actuellement. Le iPhone 11 n'existait pas et on ne pouvait pas commander une pizza qui arrivait directement au domicile. On était obligé de courir après la gazelle ou le mammouth, et quand on attrapait un, ben on mangeait, et quand on n'attrapait pas, ben on ne mangeait pas. Ceux qui étaient capables, par leur organisme, de faire des réserves dans leur graisse, eh ben, survivaient à ces périodes de famine et avaient des descendances. Ceux qui n'avaient pas des métabolismes pour faire des réserves, eh bien, décédaient très vite et n'avaient pas de descendance. Eh bien, depuis 50 à 60 ans, ben, les choses ont changé. Pour manger, ben, on n'a qu'à ouvrir le réfrigérateur. L'alimentation est devenue peu chère. Et nos loisirs, ben, ce n'est plus à courir en pagne pour courir après une gazelle ou un mammouth, c'est regarder la télé. Et tout ça a conduit à de l'obésité dans tous les pays, dans le monde entier. Une autre expérience ou observation intéressante qui est notée dans la référence qui est ci-dessous, c'est celle des enfants adoptés. Des chercheurs dans les pays nordiques ont voulu savoir si les enfants adoptés avaient des poids en relation avec les parents qui les avaient mis au monde ou les parents qui les avaient accueillis dans leur famille, ce qui permettait de différencier la génétique de l'environnement. Et bien là encore, quand deux parents gros ont un enfant, vous le mettez dans une famille de minces, il va devenir gros. Quand deux parents maigres ont un enfant, vous le mettez dans une famille d'obèses, il va rester mince. Donc c'est pour bien souligner que tous les problèmes d'obésité sont liés à de la génétique. Alors l'environnement n'est pas en reste, puisque vous avez ici sur cette photo l'alimentation d'une famille américaine pendant une semaine, et vous reconnaissez certains aliments, les pizzas au premier plan, beaucoup de viande, les sodas, et ici les chips. Alors je voudrais m'arrêter un petit peu sur les chips, car actuellement je suis très effaré de voir des parents donner à manger des chips à des enfants très jeunes, dans des poussettes à 10 h du matin, donc ils ne font même pas d'activité physique. Quand on retourne le paquet, le petit paquet de chips contient 300 calories, ça contient du sel, qui est propice à donner plus tard de l'hypertension, et d'huile de palme. Je ne sais pas si vous cuisinez avec de l'huile de palme, mais on sait que c'est très toxique pour l'organisme. Donc ça, c'est le premier élément, c'est le changement de nos habitudes alimentaires. Toujours pour parler des enfants, c'est la diminution de l'activité physique. Actuellement, il existe certains enfants qui font 100 mètres de marche dans leur journée. Le matin, ils prennent leur petit déjeuner chez eux, ils prennent l'ascenseur pour descendre au parking. Au parking, ils rentrent dans une voiture, la voiture s'arrête devant l'école pendant que les autres klaxonnent, et deux portes de la voiture s'ouvrent et les enfants rentrent dans l'école. Et le soir, pareil, ils rentrent à la maison. Quand on était petit, on avait tendance, une fois sorti de l'école, on déposait nos cartables à la maison et on descendait faire des foot ou jouer dehors. Actuellement, ce n'est plus possible et les parents ont beaucoup d'inquiétudes parce qu'avec ce qu'on entend à la télé entre les enfants qui sont fait prendre et qui sont fait tuer, ou alors qu'on regarde par le balcon qu'on voit des personnes alcoolisées ou qui vendent de la drogue, eh bien, on essaye de garder les enfants à la maison, on essaye de les garder au calme. Comment garde-t-on un enfant calme à la maison? Eh bien, en le mettant devant les jeux vidéo ou en le laissant jouer avec son téléphone portable ou ordinateur. Dernier point très important, c'est le manque de sommeil. Nous, on sait depuis des années que nos infirmières ou nos aides-soignantes de nuit sont plus grosses, ont plus de diabète, plus d'hypertension que nos infirmières de jour. Et ça, c'est lié au manque de sommeil. Vous avez tous remarqué que quand vous êtes fatigué, quand vous rentrez le soir du travail, si vous êtes passé à la boulangerie, vous avez commencé à attaquer la baguette. Sinon, vous rentrez et vous avez très faim. Et en général, ce n'est pas pour manger une carotte ou du céleri. Vous prenez un paquet de gâteaux, vous commencez un gâteau et vous dites juste « ça va me calmer la faim ». Non, ce n'est pas possible. Vous finissez le paquet de gâteaux. Eh bien, des chercheurs ont bien mis en évidence que la fatigue entraîne une augmentation de l'appétit, notamment par la fabrication excessive d'une hormone dont on parlera tout à l'heure, qui s'appelle la gréline. C'est l'hormone qui donne faim. Donc il est très important, comme cela a été souligné dans le consentement qu'on vous a adressé par courrier, de ménager votre sommeil et de dormir au moins 7 heures par nuit. Alors quand on est obèse, vous allez rencontrer la diététicienne. Qu'est-ce que va vous dire la diététicienne?
Elle va vous dire faites attention aux graisses, parce que ce sont dans les graisses qu'il y a le plus de calories. C'est l'aliment qui fait le plus grossir. Je vous rappelle que les graisses comportent l'huile, beurre, viande, œufs, poisson, chocolat et charcuterie. Ce sont des aliments à diminuer. On va vous demander de manger des glucides, c'est-à-dire des sucres, notamment ceux qui sont dans les légumes et les fruits, sans dépasser 2 petits fruits par jour. On va vous demander de manger des protéines, viande, œuf ou poisson. C'est très important avant, mais c'est surtout très important après la chirurgie, parce que si vous ne mangez pas ces aliments parce que vous avez des dégoûts alimentaires, vous allez manger votre propre viande, c'est-à-dire vos muscles. Et si vous mangez vos muscles, vous allez être très fatigué. Nous avons eu il y a quelques années une femme de 42 ans qui est arrivée en chaise roulante dans notre établissement. Alors certes, elle avait perdu 60 kilos après la chirurgie, mais elle était incapable de marcher. Comme une petite vieille, on lui a réappris à marcher et on lui a donné des aliments pour permettre de fabriquer des muscles. On va enfin vous demander de boire de l'eau, notamment entre les repas. Alors le light, vous pouvez en prendre, bien entendu, ça n'apporte pas de calories, mais ça augmente l'appétit. Et ça, on a remarqué que les gens qui prennent du light ont tendance à manger davantage. On vous demandera, si vous prenez du light, de ne pas prendre de light avec des bulles, parce que les bulles peuvent dilater l'estomac et rendre inefficace votre chirurgie. Sur le plan alimentaire, on va aussi vous demander de manger lentement. On sait que la sensation de ne plus avoir faim arrive au bout de 20 minutes après le début d'un repas. Pendant les 20 premières minutes du repas, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, vous aurez toujours faim. Pour manger lentement, il faut prendre une fourchette, prendre une bouchée, la mettre dans la bouche, mâcher 10 à 20 fois, avaler, reprendre votre fourchette et ainsi de suite. Je vous invite à essayer sur votre prochain repas. Sur cette diapositive, vous avez 2 photos d'aliments qui contiennent toutes les 2 600 calories. Vous voyez que si vous mangez la crème au chocolat, le fromage et le pain, vous allez manger ça vraiment très vite et vous allez avoir encore faim. Par contre, si vous mangez une alimentation plus équilibrée avec des légumes, des fruits et une portion de viande, certes vous allez mettre plus de temps à la manger, mais vous allez avoir moins faim. À cela, il faut rajouter qu'en fonction de ce que vous mangez, vous favorisez la prise de poids ou vous diminuez la prise de poids. Cela a été démontré chez des souris, pas chez des hommes, où quand on sait que dans l'intestin des souris, et notamment des hommes, il y a 1,5 kg de microbes. Et bien ces microbes, quand vous leur donnez à manger du fromage et du sucre, ils vont vous aider à grossir. Quand vous leur donnez à manger des légumes, ils vont vous aider à maigrir. Toujours pour revenir chez la souris, quand on prend les crottes de souris maigres qui contiennent ces microbes et qu'on les donne à manger à des souris grosses, eh bien, on les fait maigrir parce que les microbes qu'on introduit dans leur organisme vont les aider à maigrir. Et inversement, quand on donne des microbes de souris grosses qu'on donne à manger à des souris minces, eh bien, on fait grossir ces souris minces. Donc, la façon dont vous mangez, dans la quantité mais aussi dans la qualité, a une très grande influence sur votre poids. Autre point très important, c'est l'activité physique. Et là, on vous recommande de faire de l'activité physique, mais pas n'importe quel sport si vous voulez faire du sport. Il ne faut pas faire de sport qui vont abîmer vos genoux. C'est-à-dire, il n'est pas question de faire de la course à pied, du tennis. On vous conseille la marche, le vélo d'intérieur ou d'extérieur, de l'aviron et de la piscine, même si il y a un obstacle psychologique à se mettre en maillot de bain. Parce que sinon, si vous détruisez vos genoux, certes, la diminution du poids vous diminuera la douleur, mais pour envisager un traitement, quand les genoux sont détruits, ce n'est que la prothèse de genou qui peut vous aider. Dernier point, avant de parler de la chirurgie de l'obésité, c'est pourquoi est-ce difficile de perdre du poids? Alors je sais que beaucoup de personnes dans votre entourage, pensant vous aider, vous ont dit que perdre du poids, c'est facile. Il suffit d'avoir la volonté et la motivation, et que si on a la volonté et la motivation, on y arrive. Eh bien cela est complètement faux. L'obésité, en 2017, a été classée comme maladie. Une fois que vous l'avez attrapée, vous ne pouvez pas revenir en arrière facilement. Une étude qui est présentée dans cette diapositive montre que si on fait maigrir de 15% certaines personnes obèses, eh bien on s'aperçoit que leur organisme fabrique des substances qui vont obliger ces personnes à remanger. C'est pour ça qu'on a des régimes yo-yo, on perd du poids et on le reprend, parce que c'est très difficile, une fois qu'on a modifié son cerveau avec l'obésité,
c'est difficile de revenir en arrière. Eh bien, c'est dans ces conditions, et malheureusement, j'insiste bien sur le terme de malheureusement, que l'on a développé la chirurgie bariatrique, la chirurgie de l'obésité, qui est la seule qui peut permettre à des personnes excessivement obèses de perdre du poids. Alors, quelles sont les interventions pratiquées en France? Ici, vous avez les interventions qui ont été pratiquées en 2017 en France, avec les différentes techniques, l'anneau gastrique, le bypass gastrique, la sleeve gastrectomie et le ballon intragastrique qui n'est pas une chirurgie. En dessous, vous avez le nombre d'interventions qui ont été pratiquées en France et ici, la perte de poids moyenne à laquelle il faut s'attendre pour ces patients. On va commencer par l'anneau gastrique. C'est une intervention, comme vous le voyez, qui est maintenant très peu pratiquée parce que plus de la moitié des gens qui ont eu cette intervention en sont déçus, soit parce qu'ils n'ont pas perdu assez de poids, soit parce qu'ils ont eu des complications. Ça consiste à mettre sur votre estomac, alors pour vous rappeler, l'estomac, c'est la taille de 2 à 3 bouteilles d'eau de 1,5 litre. Eh bien, en haut de l'estomac, on fait une petite poche et on met cet anneau et on fait une poche qui fait la taille de 2 à 3 bouchons de bouteilles d'eau. Vous comprenez que quand vous avalez un morceau de viande tout rond, eh bien, si vous n'avez pas mâché suffisamment, il ne passe pas, il est obligé de repasser dans l'autre sens, vous êtes obligé de vomir ou alors on est obligé d'aller le rechercher. Donc il faut avoir de bonnes dents et bien mâcher pour cette chirurgie. Autre problème de cette chirurgie, c'est que l'anneau peut rentrer à l'intérieur de l'estomac et on a même retrouvé des anneaux plus loin qui nécessitent de réintervenir. Deuxième intervention pour laquelle on a le plus d'expérience, c'est le bypass gastrique. Vous voyez que 13 000 interventions sont pratiquées en 2017 en France. Ça fait perdre entre 35 et 40 kilos. Là, ça consiste à couper dans l'estomac une petite poche, comme pour l'anneau, mais surtout à couper à la sortie de l'estomac l'intestin et à monter l'intestin le plus éloigné ici et à le brancher ici. Ce qui explique que d'habitude, quand on mange, ça passe par l'estomac, puis par là, puis par là. Là, ça passe directement dans un court-circuit dans l'intestin le plus éloigné et ça n'a pas le temps d'être absorbé. Et 11% environ de ce que vous mangez va directement dans les selles et c'est une des explications qui explique la perte de poids liée à cette chirurgie. Troisième chirurgie qui est devenue la numéro 1 en France et dans le monde, c'est la sleeve gastrectomie. Il faut rappeler que cette chirurgie n'existait pas avant l'an 2000. En l'an 2000, des chirurgiens ont imaginé qu'on pouvait couper l'estomac, donc votre estomac qui fait 2 à 3 bouteilles d'eau, on le coupe ici et on le transforme en la taille d'une petite banane ou d'un pot de yaourt. Et la partie extérieure de l'estomac est sortie de votre corps, analysée et mise à la poubelle. Contrairement aux deux autres chirurgies pour lesquelles on peut revenir en arrière, celle-ci est définitive. Cet estomac contient le lieu de fabrication de la gréline, l'hormone qui donne faim. Eh bien, le lendemain de l'intervention, les gens n'ont plus faim et ce qui explique que la perte de poids pour cette chirurgie, vous voyez, qui est 2 fois plus faite que les autres, est équivalente, la perte de poids, au bypass gastrique. Pourquoi c'est devenu la numéro 1? Parce que c'est plus facile pour le chirurgien et ça donne moins de complications avec une efficacité identique. Quatrième possibilité qui n'est pas de la chirurgie, c'est la pose d'un ballon intragastrique. Ça consiste, sous anesthésie générale, à mettre un ballon dégonflé que l'on gonfle dans votre estomac d'eau et de bleu de méthylène et qu'on laisse en place 6 mois. Pour accéder à ce traitement, il faut remplir les mêmes conditions que pour la chirurgie de l'obésité. Ce ballon en place entraîne une diminution de l'appétit et on peut s'attendre à 10 à 25 kg en moins. Malheureusement, seule une personne sur 3 garde cette perte de poids. Pour vous permettre d'accéder à ce traitement, on vous adresse à l'hôpital Avicenne, car l'hôpital Avicenne a posé plus de 1000 ballons, a une grande expérience, mais surtout, c'est gratuit pour vous. Si vous allez dans un établissement privé, vous pouvez payer 1 500 à 3 000 € de votre poche. Donc voilà présenter brièvement les différentes techniques qui vont être revues dans quelques instants avec ma collègue chirurgienne plus dans le détail sur les techniques chirurgicales et les complications. Alors pourquoi y a-t-il eu un tel engouement pour la chirurgie de l'obésité? Eh bien c'est d'abord lié à la perte de poids. Ici,
Sur cette diapositive, vous avez des informations sur des personnes, plus de 800 patients, qui ont été suivis pendant 20 ans. Ici, vous avez le pourcentage de perte de poids et vous avez plusieurs populations, le bypass gastrique, l'anogastrique et les personnes témoins. Vous remarquez que pour le bypass gastrique, la courbe rouge, que dans la première année, les personnes ont perdu en moyenne 30% de leur poids. Quelqu'un qui faisait 150 kg, à la fin de l'année, fait 100 kg. Alors certes, ils reprennent un petit peu de poids, mais au bout de 20 ans, il est environ à 110 kg. Donc il y a une perte de poids rapide la première année qui persiste sur les 20 ans. Pour l'anogastrique, il y a aussi une perte de poids qui est moindre, mais aussi qui persiste. Par contre, vous voyez sur la dernière courbe, ici, ce sont les conseils du nutritionniste. Vous vous rappelez que je suis nutritionniste. Donc si vous venez me voir, je vais vous dire, il faut manger moins, il faut faire de l'activité physique. Eh bien, au bout de 20 ans, vous aurez perdu en moyenne 0 kg. C'est une moyenne. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que chaque année, sur les 300 à 400 patients qui sont dans ce programme, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 2 ou 3 personnes qui perdent du poids sans avoir recours à la chirurgie de l'obésité. Donc c'est pour cette raison que tout patient qui vient pour la chirurgie de l'obésité doit passer obligatoirement par une prise en charge diététique. Et pour certains, ça marche très très bien, ils sont rares, mais ceux-là nous disent moi je ne vais pas risquer de me faire mettre des trous dans le ventre, je préfère continuer comme ça. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas revu ces patients pour le programme de chirurgie de l'obésité. Donc sur cette diapositive, vous voyez que la chirurgie est beaucoup plus efficace que la diététique et pendant longtemps, notamment pour les personnes qui ont des poids importants. Deuxième avantage très important, c'est que ça diminue la mortalité et nous avons depuis l'année dernière, 2019, une étude qui a montré que les patients qui avaient une sleeve gastrectomie voyaient leur mortalité diminuer de 62%. C'est une diminution de mortalité très importante. Il y a eu presque 10 000 personnes qui ont été rentrées dans l'étude, qui ont été suivies pendant 7 ans. Ils meurent moins de problèmes de cancer et de problèmes de maladies cardiovasculaires. Vous voyez que la mortalité liée à la chirurgie est moins de 1 pour 1000, donc c'est une chirurgie qui est très sûre sur le plan des risques opératoires quand les personnes sont bien sélectionnées. Donc la diminution de la mortalité est très importante. Par contre, dans cette étude, on a montré que les gens qui avaient recours à la chirurgie avaient souvent aussi, après la chirurgie, plus recours à des médicaments pour calmer les angoisses ou à des visites chez les psychologues et les psychiatres. C'est pour cette raison, entre autres, que l'on vous propose toujours une prise en charge psychologique obligatoire. Ne vous inquiétez pas, on a eu très exceptionnellement des patients qu'on a refusés pour la chirurgie d'obésité. Sur plusieurs milliers de patients, je ne me souvenir que de 2 patients qui ont été refusés pour des causes psychiatriques. Mais cette prise en charge vous évitera d'avoir des angoisses ou des dépressions après cette chirurgie. Troisième avantage de la chirurgie, c'est la diminution des maladies associées. Si vous avez du diabète, du cholestérol, de l'hypertension ou un syndrome d'apnée du sommeil, vous serez guéri ou en tous les cas amélioré après la chirurgie de manière très importante. Donc, en résumé, ça fait perdre du poids de manière importante, ça diminue la mortalité, ça diminue les maladies associées. La sécurité sociale a dit, notre objectif c'est d'améliorer l'état de santé des gens, on rembourse, mais on ne va pas rembourser à n'importe quelle condition. Et l'HAS a écrit un texte que les médecins qui prennent en charge les patients pour la chirurgie de l'obésité connaissent bien. Ce texte dit les patients qui sont candidats à la chirurgie de l'obésité doivent être pris en charge dans des centres de référence, et nous sommes un centre de référence, il en existe plusieurs dizaines en France, et ils doivent suivre le parcours suivant. Être évalués par une équipe pluridisciplinaire, il faut que la décision soit aussi pluridisciplinaire et qu'il y ait un suivi à vie. Alors, première étape, l'évaluation. Je vous montre le texte officiel. Les gens qui sont candidats à la chirurgie de l'obésité doivent être pris en charge par des chirurgiens, des diététiciennes et des psychologues en relation avec le médecin traitant. Il faut remplir les conditions suivantes. Avoir un IMC supérieur à 40 ou supérieur à 35 associé à une maladie comme le diabète, le cholestérol
ou, vous voyez, le foie gras. Ça doit toujours être fait en deuxième intention. Vous ne pouvez pas vous présenter chez le chirurgien et lui dire opérez-moi maintenant. Il faut que vous ayez suivi un programme diététique et psychologique d'au moins 6 mois. Il faut que vous soyez bien informé, c'est ce qu'on essaye de faire par cette vidéo ou pour nos réunions. Il faut que le patient ait accepté un suivi médical à vie. Et il faut que le risque opératoire soit acceptable. Et c'est pour cette raison que si vous avez une maladie très grave, et on a eu des patients qui avaient des cancers qui n'étaient pas guéris, on leur a demandé de traiter d'abord leur cancer avant d'envisager cette chirurgie. Enfin, il y a des conditions d'accès. Cette chirurgie est disponible pour les gens de 18 à 60 ans. Si vous avez moins de 18 ans, cette chirurgie est possible et chaque année, il y a environ 150 mineurs qui sont opérés, mais ce n'est pas n'importe quel mineur, ce sont des enfants qui à 15 ans font 200 kg ou à 16 ans ont 150 kg avec un diabète de type 2 et pour lesquels on ne peut pas attendre la majorité. Sinon, pour notre équipe, on attend la majorité et même en général, l'équipe de chirurgiens opère les gens le jour de leur anniversaire. 60 ans, parce que tout ce que je viens de vous montrer sur les bénéfices de la chirurgie, c'est toujours valable pour les gens de moins de 50 ans. Au-delà de 50 ans, la chirurgie marche moins bien et les complications sont plus importantes parce que les gens ont plus de mal à cicatriser. Alors on a opéré des gens plus âgés de 60 ans, mais il faut que leur dossier médical soit satisfaisant et qu'il n'y ait pas de problèmes de santé trop importants. Et enfin, chaque dossier est présenté à la sécurité sociale pour un accord préalable avant toute chirurgie et on doit remplir toutes les conditions indiquées dans cette diapositive. Deuxième étape, la décision, c'est aujourd'hui, on se réunit avec les chirurgiens, diététiciennes, psychologues et on regarde les dossiers un par un pour voir si vous remplissez toutes les conditions et on vous fait signer un consentement que vous avez reçu par courrier ou que vous avez signé lors de nos réunions en groupe. Troisième étape, très importante, c'est le suivi. 3 à 6 mois après la chirurgie, vous aurez une convocation pour une réunion où on vous contactera par téléphone en fonction de l'évolution de la crise sanitaire liée au Covid. On vous envoie un questionnaire pour connaître votre état de santé et les problèmes que vous présentez, mais aussi une ordonnance pour faire un bilan biologique. Ensuite, chaque questionnaire et bilan biologique est évalué lors d'une réunion d'abord avec la psychologue et la diététicienne, où en général les questions posées par les participants, c'est « je n'arrive pas à manger des carottes râpées ou manger de la viande, qu'est-ce que je dois faire ? Je pleure tout le temps, qu'est-ce que je dois faire ?» Et on vous propose des solutions appropriées ou alors des ateliers ou des entretiens individuels avec la psychologue pour régler ces problèmes. Ensuite, vous verrez le chirurgien et moi-même et les questions les plus souvent posées sont « j'ai mes cheveux qui tombent, est-ce que je vais devenir chauve ?» Non, vous n'allez pas devenir chauve, mais si vos cheveux tombent, il faudra bien prendre des vitamines. Et ensuite, j'ai mes seins qui tombent, j'ai mon ventre qui tombe, quand est-ce que je peux envisager de la chirurgie esthétique ou réparatrice? Et là, on vous expliquera qu'il faudra attendre 2 ans que votre poids soit stabilisé pour vous permettre la reprise par chirurgie esthétique de l'excès de peau que vous avez sur le ventre ou les seins. Donc voilà ce que je voulais vous dire et je termine par cette diapositive pour vous rappeler qu'il faut faire le meilleur choix. Comme je le disais dans l'introduction, si vous pensez que c'est une chirurgie esthétique, eh bien, vous risquez d'être déçu ou on risque de ne pas vous opérer. Il est vrai que dans les temps anciens, tout le monde rêvait d'être gros et encore dans certaines sociétés comme en Inde ou en Afrique, il n'est pas bon d'être maigre parce que si vous êtes maigre, ça veut dire que vous n'êtes soit pas riche, soit que vous avez peut-être des maladies comme le sida et donc les gens cherchent à être gros. Mais maintenant, dans nos sociétés, on rêve d'être tous minces comme cette jeune femme dessinée. Et si vous pensez devenir comme cette jeune femme, eh bien, il faut regarder l'autre diapositive. Vous aurez peut-être un petit peu de mal à vous mettre immédiatement en maillot de bain, parce que cette chirurgie peut donner, comme je vous le disais, des problèmes esthétiques et la peau du ventre ou des seins ou des bras qui tombent et nécessiter des chirurgies qui sont des fois pas si simples que ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ce programme vous aura plu. Au revoir.